sujet très pertinent qui est la néphrologie pédiatrique et qui me tient particulièrement à cœur. Et pour cela, on va commencer par notre cher maître et mon chef de service, professeur Iman Eitzab, qui va nous parler de tout ce qui est nouveau sur la néphrose lipoïdique de l'enfant. Donc, sans trop tarder, je lui passe la parole. Merci beaucoup. Merci, professeur Nasser. Alors, juste pour vous la présenter, c'est la néphrologie pédiatrique Moustaqbalia, Inch'Allah, le service de pédiatrie B. Benti, comme je dis toujours. Alors, tout d'abord, je remercie l'association d'Agadir, des pédiatres d'Agadir. Tout d'abord, je remercie l'association des pédiatres d'Agadir de m'avoir invité et de me donner l'honneur d'être parmi vous. Alors, quand il s'agit de quoi de neuf, c'est un peu difficile, surtout sur un sujet qui est spécialisé déjà. Donc, vous allez me supporter. J'ai essayé un petit peu de rendre les choses pratiques, c'est-à-dire ce que vous allez utiliser, vous, en tant que pédiatre. Donc, je ne vais pas rentrer dans les explications des choses que vous savez mieux que moi, mais je vais vous rapporter ce qui a été changé en matière de néphrose lipoïdique. Alors, donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont attendre de moi? Alors, vous allez attendre à mieux comprendre un tout petit peu la physiologie, la physiopathe, parce que c'est ça vraiment le grand paquet de la néphrose lipoïdique. Quel bilan demander à l'ère des bilans actuels? Quel nouveau protocole? Et c'est ça ce que vous attendez tous, parce que vous savez que le protocole de la néphrose a été changé. Et puis, quelle est l'indication en tant que pédiatre d'utiliser les diurétiques, l'albumine, le régime? Par la suite, bon, corticothérapie, c'est le point de départ, mais maintenant, c'est les traitements épargneurs de corticothérapie. Les indications de la PBR. Alors, pourquoi les indications de la PBR? Pour nous adresser les malades. Quand est-ce que vous allez nous adresser les malades? Et bien sûr, la vaccination qui vous concerne tous en tant que pédiatre. Alors, sans revenir sur la définition, je l'ai déjà dit, c'est un syndrome œdémateux, c'est une protéinurie, c'est une hypoalbuminémie, une hypoprotidémie. Mais ce qui est maintenant le langage commun, c'est le rapport protéinurie sur créate. Donc, la protéinurie de 24 heures, je veux bien, mais c'est le rapport actuellement, quoi que c'est, parce que ça offre vraiment la facilité et la maniabilité de la protéinurie. Alors, on parle des syndromes néphrotiques en général, et dans les syndromes néphrotiques, vous avez les syndromes néphrotiques génétiques, qui heureusement sont une faible proportion. Il y a les précoces et il y a les tardifs, et ils sont tous génétiques, presque. D'accord? Puis par la suite, il y a les syndromes néphrotiques syndromiques, c'est-à-dire qui sont secondaires à des mutations génétiques, comme le syndrome de Denis-Drache, WT1, etc. Et vous avez les syndromes néphrotiques secondaires que vous connaissez très très bien, qu'on voit dans le purpura rhématoïde, dans le lupus, les maladies auto-immunes, et dans la GNA, post-infectieuse par excellence au Maroc, parce que ça reste quand même une autre pathologie. Alors, la néphrose lipoïdique ou le syndrome néphrotique idiopathique. Cette dénomination idiopathique, en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas de cause, mais parce que la cause n'est pas très bien maîtrisée. Alors, il constitue 90% des cas. Et dans cette néphrose, vous avez 3 entités. Vous allez être étonnés parce qu'on dit syndrome néphrose lipoïdique, c'est corticosensible. Il faut savoir qu'il y a dans la néphrose lipoïdique, vous avez là le corticosensible, vous avez le corticorésistant, et bien sûr qui est sensible à la cyclosporine, et vous avez le corticorésistant qui est résistant aux autres et qui rechute sur la greffe. Je m'exprime. Vous pouvez avoir une néphrose lipoïdique qui est sensible, qui devient corticorésistante, et donc elle va faire partie des deux. Ça n'élimine pas qu'elle est initialement une néphrose lipoïdique. Les définitions. Vous connaissez tous les définitions, mais les définitions, elles ont été mises à jour. Pourquoi? Pour refléter les indications thérapeutiques actuelles, pour adapter les définitions au protocole actuel. Et on parle de corticosensibilité, il est défini par la rémission
donc complète, qui dit rémission complète dit un rapport inférieur à 20 mg par millimole, 3 jours consécutifs après 4 semaines de corticothérapie plein pot. Si la réponse est partielle, on va prolonger la corticothérapie de semaines ou bien introduire un inhibiteur de l'enzyme de conversion, et c'est ça ce qui est nouveau. Alors, les protocoles thérapeutiques, donc, je vais parler de l'incidence tout d'abord. C'est une incidence qui est stable dans le temps, mais elle est en train de changer actuellement. Pourquoi? C'est à cause de l'immigration. C'est pas bon. Je vais vous en parler d'autres facteurs, mais en général, elle est en train de baisser en Taïwan. Et c'est le pays où, donc, vous avez le syndrome finlandique, le syndrome. Donc, il y avait une grande incidence là-bas. Elle est en train de changer uniquement dans ce sens. Alors voilà ce qu'on voit, ce qu'on voyait. Bon, c'est ça ce que vous allez trouver sur la littérature comme image de néphrose lipoïdique. C'est généralement un enfant de 8 ans qui a une prédominance masculine, une origine ethnique et confirmée asiatique par excellence, une installation en quelques jours d'un syndrome œdémateux, précédé d'une infection avant, un cas sur 2. On dit que la néphrose, c'est un syndrome néphrotique pur et isolé, et avec un rapport supérieur à 200, avec une albumine qui est inférieure à 30, sans hématurie, sans HTA, sans insuffisance rénale. Alors, voilà ce qu'on voit actuellement. Ce sont nos malades, et je suis très contente qu'on ne voit plus donc les enfants qui sont très bouffis, qui sont vraiment en état d'anasarque, parce que tout simplement, il y a du travail derrière. Les pédiatres commencent, les généralistes commencent à penser, alors qu'avant, c'était un retard diagnostique à cause de l'œdème rouge périoculaire qui est pris pour un œdème allergique et qui retarde le diagnostic. Alors, on dit pur, il faut le prendre en considération. On peut avoir une petite hématurie, on peut avoir une HTA, on peut avoir une petite insuffisance rénale. Et l'étude de l'Île-de-France, la Néphrovir, c'est une étude donc de l'Île-de-France, c'est l'étude française par excellence et qui a travaillé sur les dernières recommandations. Donc, elle a montré parmi la série française qu'il y a des patients qui ont une hématurie, qui ont une protéinurie, qui ont une HTA, sans que ça soit une insuffisance rénale, mais je dis c'est un minima, sans que ça soit autre chose que la néphrose lipoïdique. Alors, la présentation atypique inaugurale, donc elle a été décrite depuis X temps, donc depuis toujours, et elle l'est encore. Donc, sachez qu'il faut prendre ces considérations. Le message que je veux passer, si vous avez une petite hématurie, si vous avez une petite insuffisance rénale, n'adressez surtout une hématurie microscopique, elle est souvent là. N'adressez pas le malade pour un syndrome néphrotique impur. Testez votre corticothérapie si vous avez l'âge, vous avez le profil clinique et évaluez par la suite. Alors, cette cohorte, donc je vous ai parlé, vous regardez, donc la majorité, c'est des syndromes néphrotiques corticosensibles. Mais vous avez 7% qui sont cortico-résistants. Les facteurs déclenchants, eh bien ça, c'est l'actualité de la néphrose. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On incrimine la pollution, on incrimine l'environnement, on incrimine l'eau potable. Bon. Maintenant, il y a plusieurs études qui sont donc à travers le monde et qui ont établi une relation vraiment significative entre la pollution de l'air et les néphropathies. Pas uniquement la néphrose, avec une augmentation de l'incidence des glomérulonéphrite extramembraneuses. Et donc, ça se reflète, on est en train de chercher, même au niveau de la néphrose lipoïdique. Alors, vous avez donc par ce biais de l'environnement des zones de surincidence, avec une périodicité hivernale, pollution atmosphérique, l'industrie, etc. Donc j'en passe. L'idée, c'est de savoir qu'il y a une relation. La deuxième chose actuellement qui est prouvée, c'est la relation néphrose et EBV.
Alors, le BV, il est dans les lymphocytes. Et je vais vous parler dans la physiopathe que c'est une maladie lymphocytaire et du lymphocyte B. Et c'est de là, ce BV, il va entraîner un défaut du programme de latence. Alors, cette étude néphrovire est là, prouver le lien entre le BV et la néphrose lipoïdique. Deuxième virus, le SARS-CoV. Lui aussi, on a trouvé qu'il y avait une baisse de l'incidence du syndrome pendant le pic Covid à cause du confinement, avec bien sûr la baisse des infections virales et viro-induites. D'autres virus sont actuellement aussi à l'étude. Il y a plein de virus, les entérovirus, etc. L'essentiel, c'est de savoir que cette histoire d'infection précessive, elle est pour quelque chose. L'histologie. Alors, quand on dit néphrose lipoïdique, on dit LGM. Mais ça peut être une hyalinose segmentaire et focale, ça peut être une sclérose mésangiale. Donc, mais généralement, c'est une LGM. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi ça reste idiopathique, ça reste énigmatique? Eh bien, parce que c'est une maladie pour laquelle on ne peut pas fabriquer un modèle animal sur lequel faire la recherche. C'est-à-dire l'anomalie podocytaire, on n'arrive pas à la provoquer chez un animal pour pouvoir étudier l'effet des médicaments, la physiopathe, etc. Et c'est pour ça que cette maladie, elle reste énigmatique. Alors, sur le plan histologique, vous devez savoir que, c'est une anomalie des podocytes, vous le savez, mais vous devez savoir que la protéinurie est un danger pour le glomérule. Le fait que les protéines passent au niveau du glomérule, elles rasent le glomérule, elles entraînent un hyperdébit et elles blessent le glomérule. Donc, si vous laissez la protéinurie, c'est une fibrose à coup sûr. La PBR. Alors, les indications, actuellement, elles sont dans le sens baisse. Elles sont restreintes et les non indiquées quand vous avez un tableau typique, l'âge 1-12 ans avec un syndrome néphrotique typique. Elle est uniquement recommandée en cas d'atypie. Supérieur à 12 ans, alors là, on disait avant PBR. Maintenant, c'est discuté au cas par cas. Et les résidents, ils peuvent prouver ça. Le service, on leur dit, même s'il a plus que 10 ans, on ne trouve pas des signes d'impureté, d'atypie, de maladie secondaire. On dit, on va tester la corticothérapie, vu nos moyens, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Elle peut être envisagée dans les syndromes néphrotiques infantiles. Je vous dis envisageable. Pourquoi eux, ils mettent envisageable? Parce qu'ils ont les études génétiques. Nous, on n'a pas à proximité ou à portée de main l'étude génétique, donc on est plus biopsie qu'étude génétique. Mais il faut savoir que la génétique, elle est beaucoup mieux. Elle reste formellement recommandée en cas de corticorésistance. Là, il faut aller, bien sûr. Et pendant le suivi, là, c'est l'affaire du néphrologue pédiatre. C'est surtout pour la toxicité des médicaments, pour le changement des lésions. Ça peut être une LGM qui se transforme ou qui se switch en hyalinose, etc. Les analyses génétiques, elles sont non indiquées, même dans les formes familiales, si le syndrome néphrotique est sensible. S'il est sensible, même si vous avez... avant, quand on avait 2 frères ou là, 2 cas dans la famille, on se dit non, il faut qu'on fasse une biopsie. Quand j'ai cherché actuellement, j'ai trouvé que s'ils répondent tous les 2, il faut les laisser tranquilles. Donc, tant qu'on a une réponse à la corticothérapie, laissez les enfants tranquilles. Et bien sûr, associer la biopsie quand c'est associé à des polymorphismes HLA, je vais vous en parler. Elles sont recommandées si le syndrome néphrotique congénital est infantile, avant l'âge d'1 an. Si c'est syndromique, attention, il y a le syndrome néphrotique qui entre dans des syndromes. Donc ça, c'est tout ce qui est actuellement le monogénique, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, quand on fait la biopsie, elle a beaucoup d'apports si l'enfant est tout petit, elle n'a pas beaucoup d'apports la génétique si l'enfant est grand. Donc, c'est surtout chez les tout petits. Alors, la physiopathe, donc vous connaissez tous ce qui se passe, anomalie podocytaire, fuite d'albumine, etc. Ce qui a été décrit depuis X temps, il reste encore, mais il est mieux compris. Qu'est-ce qu'on retient actuellement? C'est que
le syndrome la néphrose lipoïdique est une maladie immunitaire. Ça, c'est prouvé actuellement, et qu'il y a une relation interaction hôte-environnement. Dans cette physiopathie, il y a le facteur de perméabilité glomérulaire circulant qui entraîne bien sûr la fuite d'albumine, les anomalies podocytaires, et qui entraîne la récurrence après la greffe. Parce que maintenant on est à l'ère de greffe, il faut savoir quel malade greffer, quel malade ne pas toucher, quel malade intensifier le traitement immunosuppresseur, etc. Et donc les hypothèses qui sont avancées, regardez, toutes les hypothèses immunologiques, donc des sous-populations lymphocytaires. C'est une maladie lymphocytaire B, par excellence. Donc, pourquoi on a déduit ça? Parce qu'il y a on a compris à travers le mécanisme d'action de la rougeole, à travers l'action des corticoïdes, à travers l'action de l'endoxan de cyclophosphamide, des anticalcineurines, la cyclosporine, du MMF, le mycophénolate, le fait qu'elle est associée à des leucémies et le fait qu'elle est associée à l'atopie. Donc c'est ça ce qui est un petit peu contribué. L'autre bras, c'est quand l'avènement des anti-CD20, le rituximab, on a trouvé qu'il a prouvé une efficacité. Et bien, qu'est-ce qui a donné l'efficacité? C'est la déplétion B. C'est le fait de mettre les B à 0. Donc, on enlève le B, la maladie se calme. Mais il faut savoir que c'est ça ce qui rend un peu les choses difficiles, c'est qu'on peut faire des rechutes même à 0 B. Et c'est ça ce qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi ça reste énigmatique. Alors, il y a des nouvelles évidences sur le rôle de lymphocyte B. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais si vous voyez tous les autres anticorps qui sont là, ils sont tous impliqués. Et par excellence, les anticorps antinéphrine. C'est une maladie auto-immune, anticorps médiés. Donc ça, retenez-le. Il faut bien sûr, et c'est une déplétion en immunoglobuline dans les rechutes sur greffe rénale. Donc, à chaque fois qu'on a un facteur circulant important, ça rend le pronostic un peu difficile. Donc, voilà donc les anticorps qui sont médiés. Je vous passe juste, vous n'êtes pas des néphrologues, mais juste pour avoir le message, pour avoir l'idée. Donc, vous regardez ce nombre d'anticorps, donc vous voyez 7, etc. Donc, les antinéphrines, là, c'est dans des revues vraiment ADA, c'est ce qui est publié dernièrement. Juste pour vous dire que les anticorps antinéphrines, ils entraînent une protéinurie, que les antinéphrines entraînent une redistribution donc glomérulaire des pieds des podocytes de la membrane basale glomérulaire. Et donc c'est une maladie auto-immune. Il y a en plus une susceptibilité génétique qui est actuellement à l'étude. Donc il y a des HLA qui exposent à faire une néphrose lipoïdique. Alors on arrive au traitement. Donc, vous savez tous que la corticothérapie, tout le monde la connaît, c'est une maladie immunitaire dont le rein est la cible fonctionnelle et dont la physiopathe reste encore mal élucidée. Maladie de l'interaction hôte-environnement, c'est ça le langage qu'on a actuellement. Et ça, efficacité de la corticothérapie, ça ne date pas d'hier. Dans les années 2000, les immunothérapies, donc les immunothérapies, et ce qu'on va attendre, ce qu'on travaille dessus, ce sont des traitements personnalisés et des traitements préventifs. On essaie maintenant de travailler sur la prévention, sur ces terrains qui sont prédisposés génétiquement, qui sont dans des milieux favorisants ou qui ont été infectés, etc. Donc, quand on a des facteurs prédisposants. Quels sont les objectifs du traitement? Les objectifs, c'est d'obtenir la rémission. Je vous ai dit que l'albumine, c'est l'ennemi du rein quand elle passe. Maintenir la rémission, réduire la fréquence de la corticodépendance. Vous savez tous que corticosensibles, la majorité deviennent corticodépendants. Réduire la morbidité et la durée d'évolution de la maladie, interrompre la maladie dès la première rémission. C'est ça le souhait en fait pour cette maladie. Quel protocole, quelle durée, quel schéma de décroissance surtout, et bien sûr ajout des immunosuppresseurs.
on ajoute les immunosuppresseurs. Mais ce qui est actuellement à l'étude, c'est d'utiliser les immunosuppresseurs en ajout dès le début. Donc, c'est ce qui se dit, même dans les maladies rhumatologiques, vous savez que maintenant, on parle biothérapie first line, first line, first line. Alors là, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Tout ce que je vous dis, parce que en analysant, on est des scientifiques, on se dit à un certain moment, on nous disait il y a une protéinurie, il y a dit, et où il y avait des travaux à l'époque qui disaient que surtout la première poussée, il faut allonger le grand maximum le traitement. C'est pourquoi le protocole de 4 mois et demi, 5 mois. Si on fait pas on n'allonge pas, on a le risque de rechute. Le langage pendant des années et des années. Alors on vient maintenant, je vais vous parler que la courte durée de corticoïdes est la même chose que la longue durée de corticoïdes. Ça laisse à réfléchir parce qu'il y a quand même derrière des médicaments à commercialiser pour que les choses soient claires. Alors, donc on a certaines définitions, donc je vous ai dit là, je vous ai montré ça juste pour vous dire que 93% sont corticosensibles. Et dans les corticosensibles, je vais vous montrer qu'il y a des corticodépendants. D'accord? Alors, les schémas à travers le temps, depuis donc, la Société française, le protocole d'ILHA, elle a changé de protocole depuis 2019-2020. Il y a des partisans, elle est partisan de la prednisone. Les autres sociétés, ils utilisent la prednisolone. Bon, à un certain moment, moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre pourquoi prednisone, pas prednisolone, mais effectivement, prednisone est mieux sur le plan métabolique. Mais on peut utiliser la prednisolone, et vous savez que les tout petits, on n'arrive pas à faire avaler les comprimés donc de prednisone. Là, je suis en train de dire quelque chose que je ne disais jamais avant, mais les choses, la science évolue, la science, elle change. Alors, donc voilà, donc il y a des méta-analyses qui ont montré qu'il y a un bénéfice, qu'il n'y a pas de bénéfice à donner plus de corticoïdes. Donc, quelle que soit la dose ou la durée de corticothérapie, et que 70 à 80%, ils vont rechuter, et 50%, c'est des rechutes fréquentes. Donc, pas de bénéfice à une corticothérapie aussi forte. Et voilà, je vous ai mis en bas la dernière étude qui a montré ça. Je passe. Alors, le nouveau protocole, ce que vous attendez tous, le nouveau protocole, c'est 60 mg m² par jour, 4 semaines, puis 40 mg m² un jour sur 2 pendant 4 semaines et on arrête. On ne fait pas dosage ni de cortisol, ni rien du tout, on arrête. Et s'il y a absence de rémission à 4 semaines, on fait le bolus les 3 bolus de Solimédrol. Mais là, j'aimerais bien attirer l'attention surtout des jeunes. Si vous êtes dans un petit patelin, où là vous avez un malade qui n'a pas les moyens d'avoir les immunosuppresseurs, ce protocole-là, il a été établi parce que immédiatement après, il y a les immunosuppresseurs. Donc ça ne pose pas de problème. Chez nous, si vous mettez un enfant à une dose comme ça pendant une durée courte et vous n'avez pas d'alternative après, eh bien là, vous augmentez le risque de rechute. Bon, je ferme cette parenthèse parce qu'on contextualise, c'est mon point de vue, on contextualise selon nos moyens. Et bien sûr, donc, ce protocole, il a été réfléchi depuis donc, 2018, il a été mis en place en 2019 et maintenant il est sur le protocole et sur les recommandations de l'IPNA depuis 2022. Alors, si la rémission est partielle, on traite pendant 2 semaines supplémentaires par 3 bolus ou par 3 bolus de méthylprednisolone, ou bien on ajoute, on peut faire les deux, on ajoute un inhibiteur de l'enzyme, une protection, une néphroprotection. Vous devez savoir que la différence entre l'IEC et l'ARA2, c'est que l'IEC, il est néphrotoxique et l'ARA2 n'est pas néphrotoxique. L'effet de l'IEC, il est beaucoup mieux que l'ARA2. Mais pour rester gentil, on peut prescrire un ARA2. Si absence de rémission complète à 6 semaines, on déclare résistant et il faut faire la biopsie. Si rémission complète à 6 semaines, on se dit c'est une sensibilité un peu tardive et donc on diminue, on va faire le protocole et on va voir qu'est-ce qui se passe. Sans oublier le traitement adjuvant.
Le potassium n'est pas systématique, sauf chez les tout petits où vous ne pouvez pas, bien sûr, manager l'alimentation. Chez les grands, calcium, vitamine D obligatoire. Alors, la prévention des complications. Quelles sont les complications? L'hypovolémie, la thrombose, l'infection et les complications iatrogènes. Eh bien, l'hypovolémie efficace, moi je disais toujours dans mon cours, la radio pulmonaire pour un petit cœur. Ça reste valable jusqu'à maintenant. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'albuminémie, vous n'avez pas la possibilité d'avoir autre chose, faites une radio-thorax. Vous avez une clinique d'hypovolémie, vous allez trouver un cœur en goutte. Vous allez trouver bien sûr une tachycardie et le signe important, ce sont les douleurs abdominales. Un néphrotique qui fait des douleurs abdominales, qui n'est pas fébrile. S'il est fébrile, c'est la péritonite. S'il n'est pas fébrile, c'est l'hypovolémie, c'est l'acide, c'est la thrombose des veines rénales. Donc, il faut penser à ça. Et bien sûr, l'aggravation, attention les diurétiques. Là, je vais rien vous apprendre. Si vous ne faites pas d'expansion volémique par l'albumine, vous allez vous donner des diurétiques, vous allez augmenter l'hypovolémie. Parce que vous allez restreindre le liquide dans le secteur vasculaire. Il faut rétablir la volémie avec l'albumine, puis par la suite, donner le diurétique. Vous pouvez donner les diurétiques épargneurs de potassium parce qu'ils sont, on dit, c'est des diurétiques doux. Mais le furosémide, attention si vous avez une hypovolémie. Ça vous augmente le risque d'aggraver l'hypovolémie et le risque de thrombose. Et bien sûr, les indications de la perfusion d'albumine, bon, c'est 1 gramme kilo. Et regardez la marge, c'est 4 à 12 heures. Vous pouvez passer en flot à 30 minutes, moins de 30 minutes, si vous avez une hypovolémie sévère et vous voulez sauver le malade, mais vous vous attendez à une sensibilisation importante. Si vous avez un malade chouïa, il vaut mieux allonger l'albumine. Mais bien sûr, faire les conditions, la couvrir, etc. Et les photosensibles. Par la suite, on donne le furosémide à la dose 0,5 1 mg jusqu'à 2 mg au milieu et à la fin de perfusion, parce que comme je vous ai dit, il faut rétablir la volémie, donner le diurétique pour faire sortir, pour appeler le liquide interstitiel vers le secteur vasculaire et le faire sortir par les diurétiques. Alors quoi de neuf? Bon, ça, vous devez, si vous voulez tout savoir, il y a un article publié en 2023 par Olivia Boyer, et bon, je la remercie d'ici parce que j'ai utilisé ces slides, donc pour un petit peu faciliter, parce que c'est ça ce qui est publié. Donc, regardez, donc si vous avez une hypovolémie, donc restriction sodée, si les œdèmes sont modérés, si les œdèmes sont sévères, tout reste plus ou moins, donc en fonction de la tension et de la tolérance. Si c'est sévère, vous rétablissez et donc vous voyez la différence de temps, 4 à 6 heures, et de l'autre côté, en 20 à 30 minutes. La thrombose, elle est rare, elle est sous-estimée. Donc il faut penser, une chose, c'est que ne laissez pas vos infirmières farfouiller dans les voies veineuses. Si elles n'arrivent pas à prendre une voie, laissez l'enfant tranquille. Démarrez votre corticothérapie, je ne sais pas, mais le fait de le piquer ici, le repiquer, ça favorise des petits emboles et donc vous risquez de faire une embolie pulmonaire. Il faut bien sûr rechercher les facteurs de risque et la prévention. Bien sûr, il faut éviter l'immobilisation. C'est des enfants qui doivent marcher, qui doivent bouger, pas de contention. Donc, mais qu'on ait un traumatisme ou un pansement alcoolisé pour une voie qui est passée à côté. Et aucun consensus sur la prévention. Mais il y a une chose qui est stricte, on peut s'abstenir, mais moi je vous dis, dans le contexte marocain, il vaut mieux donner de l'aspégique à dose anti-agrégats plaquettaires, mieux que l'HBPM. L'idéal c'est l'HBPM, mais vous ne pouvez pas le gérer parce que le contrôle par l'anti-10A ne se fait pas de manière routinière. Les infections, donc, il faut donc traiter. C'est des malades qui font l'essentiel ici. Pas d'antibioprophylaxie. Si vous n'avez pas de foyer, pas d'antibioprophylaxie. Si vous avez un foyer, il faut le traiter et énergiquement. Les malades, ils ont des tableaux bâtards. Infection urinaire sans fièvre, infection pulmonaire, pneumonie sans fièvre, etc.
il faut penser à mettre à jour la vaccination. Et la vaccination de la grippe ne pose aucun problème. Elle est saisonnière. Les autres vaccins, il faut qu'ils soient en rémission. La dose de corticoïdes basse, vous pouvez le vacciner. C'est des travaux qui ont été faits par l'équipe de Trousseau dans les années 2010 qui ont prouvé qu'il n'y a pas un grand mal à vacciner ces enfants parce que quand ils ne peuvent pas répondre ou là déclencher une infection. Eh bien, 80% pour l'évolution, ils rechutent, 55% deviennent corticodépendants. Alors, donc voilà, c'est toujours dans le même sens. Les poussées, les rechutes, la même chose. Donc, c'est juste pour vous expliquer un peu. Qu'est-ce qu'on fait quand on a la corticodépendance? Eh bien, on donne... Maintenant, vous allez trouver l'Evamisol. C'est un antiparasitaire qui coûte 2 fois rien, mais qui n'est pas disponible. C'est un bon médicament. Si vous pouvez l'avoir, c'est une très bonne chose. En first line, c'est très bien. Sinon, c'est le MMF, c'est le tacrolimus, c'est la cyclosporine. Et bien sûr, donc, vous voyez donc, les études de l'Evamisol. Donc, il a prouvé, regardez le placebo par rapport au Levamisol. Si on passe donc les autres médicaments, donc là c'est juste le protocole, d'accord? Et donc il faut là le message dans le traitement des rechutes ou là la corticodépendance, c'est que la corticothérapie elle doit être de plus en plus courte. C'est-à-dire on donne 4 semaines et on arrête en fonction donc de la rémission. Donc le protocole qui n'a gardé la dose minimale pendant 18 mois, il n'est plus de mise. La prévention des rechutes, les traitements, donc les traitements immunosuppresseurs, donc corticothérapie alternée prolongée, on oublie. Là, c'est le protocole. Vous pouvez l'avoir sur l'article d'Olivia Boyer et vous avez donc le bras corticorésistant, le bras corticosensible. Vous pouvez le lire à tête reposée. Les stratégies de traitement, c'est des traitements suspensifs. Le but, c'est de limiter les rechutes. C'est la corticothérapie alternée à durée moyenne, le MMF, la cyclo, le tacrolimus. Il faut savoir que le MMF, il est plus gentil sur le rein que les anticalcinurines, la cyclosporine et le tacrolimus. Les traitements, le tacrolimus, n'hésitez pas à l'utiliser chez les adolescents parce qu'il y a un problème de prise en charge et d'adhérence au traitement. Traitement à effet rémanent, c'est-à-dire les médicaments qui peuvent garder l'effet même après l'arrêt, c'est l'endoxan qu'on n'utilise presque plus actuellement, sauf si on n'a pas les moyens, et bien sûr le rituximab qui fait l'actualité. Donc je passe l'Evamisol, donc les études qui ont prouvé, je veux juste que vous regardez l'effet, l'Evamisol, mycophénolate, tacrolimus, c'est-à-dire molécule après molécule, on augmente l'efficacité. Donc voilà. C'est la même chose, regardez donc les médicaments, la même chose. Le rituximab, je vais m'attarder un tout petit peu. Il n'y a pas de consensus sur le schéma optimal. Une injection, 4 injections hebdomadaires, bon, tout se valent, pour le moment il n'y a pas. Est-ce qu'il entraîne un entretien systématique? C'est pas sûr. Est-ce qu'il entraîne une déplétion sûre? Non. Donc les maladies peuvent reconstituer leur lymphocyte B. La rechute est possible, mais il y a les effets secondaires, il y a un grand risque infectieux et des effets immunologiques. Donc c'est un médicament qui entraîne des maladies immunologiques par la suite. Donc voilà donc les effets, les facteurs prédictifs d'une bonne action. Le rituximab, il entraîne une déplétion B. Ça, je vous ai dit qu'il y a les rechutes, qu'il y a possibilité d'anticorps chimériques. Bon, ça a été prouvé sur les rats. Et donc, il y a maintenant d'autres alternatives au rituximab. Bon, je vous passe les noms. C'est des molécules donc, qui sont actuellement en essai. Voilà, le deuxième, le troisième. Et bien sûr, donc, il y a l'expérience donc, de l'hôpital de Robert Debré. Il travaille énormément sur ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on cible? On cible ce que je vous ai dit tout à l'heure. On cible les différents compartiments du lymphocyte B par ces médicaments. En résumé, donc, obtenir la rémission, prévenir les rechutes par ces médicaments, interrompre la maladie par ces médicaments en dernier,
Et là, c'est le schéma donc global. Vous pouvez le consulter à tête reposée. Qu'est-ce qu'on fait en rechute? Qu'est-ce qu'on fait en cas de corticodépendance? Le corticorésistant, je ne vais pas tarder, il est 10%, donc il est un peu plus rare. C'est des formes génétiques par excellence, 33%, et il est responsable de récidive après la transplantation. Donc c'est ça ce qui nous dérange en tant que néphrologue. Plein d'études, et bien l'IPNA, les dernières recommandations pour le traitement, il n'y a rien de particulier sauf le rituximab et qu'il faut le discuter au cas par cas. Il y a les échanges plasmatiques, il y a plein de choses, mais tout reste vraiment discutable. Alors, quels sont les défis qui restent dans cette maladie? C'est il faut prévenir les facteurs environnementaux, l'interruption de la maladie à la première poussée, la prévention des formes corticodépendantes, la réduction de la morbidité des traitements, le traitement des formes corticorésistantes et la prévention des récidives sur la greffe. Donc, ce sont les challenges qu'on a actuellement en matière de cette pathologie. Je vous remercie. Ben, bravo. Je crois que c'est des sujets différents. Il vaut mieux poser des questions immédiatement. Pas de souci. Je donne la parole à la salle pour 2 ou 3 questions. Merci beaucoup, cher maître. Personnellement, je ne peux jamais assez vous remercier pour tout ce que vous nous avez appris. Merci infiniment, cher maître. Alors, ma question, professeur, sur le syndrome néphrotique secondairement résistant. Est-ce que c'est la même définition que c'est la même entité que le syndrome néphrotique cortico-résistant d'emblée? Et est-ce que c'est la même prise en charge? Est-ce que c'est une entité déjà bien définie dans la néphropédiatrie? C'est très difficile de répondre à cette question. Ce que je peux te dire, c'est que syndrome néphrotique cortico-résistant d'emblée, on est dans un bras. Études génétiques, biopsie, etc. Ça dépend de l'âge. Syndrome néphrotique cortico-résistant secondairement, il faut voir l'évolution. Il y a des enfants qui deviennent cortico-résistants rapidement, il y a ceux qui prennent des années pour le devenir. Là, la biopsie, elle est obligatoire. La biopsie, soit elle te règle le problème, si elle ne te règle pas le problème, le plus souvent, rarement qu'elle a des LGM, qu'elle a se transformer en hyalinose ou en fibrose. Et donc, dans ce cas-là, on va vers les traitements lourds. Mais vraiment, ce sont ces malades-là qui évoluent vers l'insuffisance rénale, malheureusement. Oui, moi je voudrais revenir sur l'albumine, le traitement des œdèmes par l'albumine. Vous nous avez montré le cœur en gouttes, qui dit cœur en gouttes que c'est une hypovolémie avec tension artérielle qui est basse. Et qui dit tension artérielle qui est basse, c'est-à-dire qu'il y a une hypoperfusion tissulaire généralisée avec toutes les conséquences que tout le monde ici connaît bien. Qui dit un malade qui est choqué, il faut le corriger le plus rapidement possible. Ici, on le corrige par l'albumine à 20% sur 4 à 12 heures. Il faut agir, les chocs, il faut le corriger par l'albumine à 5%. Et 10 à 20 ml par kilo assez rapidement, c'est-à-dire 20-30 minutes. Vous êtes autorisé à utiliser même du sérum salé. Quand vous avez une hypovolémie, vous vous en foutez, excusez le terme, des œdèmes. S'il est vraiment en pré-collapsus, en collapsus, le temps de préparer l'albumine, d'avoir de l'albumine, il faut faire avec, comme un choc hypovolémique. Et par la suite, la chose sur laquelle j'insiste, c'est les syndromes néphrotiques chroniques qui ont besoin de qui font beaucoup de rechutes et qui ont besoin d'être perfusés par de l'albumine à répétition. Parce que l'albumine, elle entraîne des signes qui disent un choc anaphylactique, des réactions allergiques à l'albumine. Donc il faut la préserver. Elle est rapidement éliminée aussi. Elle est rapidement éliminée aussi par les reins. Bien sûr, c'est faible poids moléculaire. C'est dans les heures. Il la prend, il la pisse. Mais ça vous permet de passer le cap en attendant l'efficacité des traitements. C'est la corticothérapie. Et le Lazélix ne doit pas être systématique après la perfusion de l'albumine. Ça dépend de la diurèse. Voilà. Ça dépend de la diurèse. Là. Bon, en général, vous allez être devant une hypovolémie, donc une oligurie. Les parents, c'est Hadl-Qadia. Il a mal, je lui ai fait apprendre Hadl-Qadia. Douleur abdominale, les urines sont rares,
ton enfant est en rechute. Il n'a pas de diarrhée, il n'est pas malade, une autre cause d'hypovolémie, il a une diurèse qui a chuté, donc là, tu peux agir quand tu agis dans la foulée. Si tu as des œdèmes très importants, tu arrives à rétablir la volémie, que dire la Zilix, soit au milieu, soit jusqu'à la fin, si tu n'es pas trop gêné par une acide maintenant. Et on sait dans le même temps des diurétiques d'eau. L'aldactone, le spironolactone, il a aussi une action. Mais son effet n'est pas rapide, il agit au bout de 2-3 jours. Il est doux, mais ça aide. Pardon, moi j'ai 2 petites questions. Comme c'est une pathologie immunologique, est-ce qu'on observe une saisonnalité plutôt l'hiver après les infections virales? Est-ce qu'il y a plus de syndrome néphrotique, par exemple, que l'été? La deuxième chose, quand on compare les protocoles des anglo-saxons et les protocoles francophones, on voit que la dose cumulée de corticoïdes pour les anglo-saxons est moindre. On donne en général 60 mg, mais sur 8 semaines. Oui. Alors que les protocoles français, on étale ça sur C'est plusieurs... pourquoi les Français se sont remis en question, ils se sont alignés sur l'IPNA. Alors, votre première question? C'est la saisonnalité. Alors, la saisonnalité, il était à la base de la question, du questionnement, pourquoi il y a infection précessive. Donc, ça déclenche la maladie, et comme vous savez mieux que moi, chaque infection entraîne une rechute. Chaque infection, même un stress entraîne une rechute. Dernière question courte. Dans votre pratique, quand vous avez constitué une maladie chronique, donc il y a un risque de rechute, est-ce que vous donnez un carnet de bord aux parents, expliqué avec une des bandelettes urinaires, pour expliquer un petit peu la conduite à tenir? Oui, la bandelette urinaire est un bon moyen. Les parents, ils apprennent facilement. Ou une croix, deux croix. Par exemple, il a quand une croix. Je vais vous surprendre. Les parents يوليو حافظين كيجي كيقول لك راه درت 20 ملغ pendant 4 jours وتسنيت وتريتيت l'infection كيحفظوا. Donc on essaie de les éduquer dans ce sens. باش يديروا la surveillance des bandelettes, c'est moins astreignant qu'aller bien sûr faire un prélèvement urinaire à chaque fois. Petite question de pratique. Moi, j'exerce dans le privé. Quand est-ce qu'il faut céder? Alors, première rechute, corticosensible, rechute espacée, vous pouvez le gérer. Il n'y a pas de souci tant qu'il n'y a pas de signe d'imprégnation cortisonique. Si vous voyez, n'attendez pas le retard, n'attendez pas les vergetures. Une fois la croissance, une fois vous remarquez qu'il est très beau, donc il a besoin. Et puis les rechutes. Est-ce que c'est une rechute par an? Est-ce que c'est une rechute tous les 3 mois? Est-ce que c'est une rechute tous les 6 mois? S'il rechute fréquemment, il faut céder la main. Il faut donner un traitement d'épargne. Il ne faut pas laisser l'enfant arriver à des effets secondaires de la corticothérapie. Oui, merci beaucoup Aïtsa pour cette belle présentation. Donc, c'est vrai, donc il y a 2 volets. Un volet pour les pédiatres généralistes qu'on doit maîtriser tous et un volet donc, de spécialistes, il faut savoir céder la main. Moi, j'ai ma question par rapport à l'arrêt de la corticothérapie. Parce que quand même, ces nouveaux protocoles pour nous les anciens, ça nous fait peur d'arrêter brutalement. Est-ce que dans votre expérience, vous le faites? Parce que moi, il y a pas loin de 2 semaines, un enfant qui avait une Mickey qui est sorti sur 1 mg kilo. Et la maman, il a arrêté parce que la boîte, elle est terminée. Donc, au bout de la 4e semaine, l'enfant, il a fait l'insuffisance. Une asthénie, des vomissements. Donc, oui. Est-ce que... Alors, je vais vous répondre. Personnellement, est-ce qu'on ose d'arrêter? Je vais vous conforter. Je suis du même avis que vous. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé quand le professeur Nasseh est venu au service. Donc, elle a développé, c'est une fille excellente. Donc, elle suit les nouveautés. Donc, elle est venue, elle a instauré le nouveau protocole avec l'arrêt brutal. J'ai mal accepté l'arrêt brutal. Et on a fait des staffs, parce que moi, je n'étais pas contre. J'étais contre un seul point, si un malade n'a pas la possibilité d'avoir des immunosuppresseurs après. هذاك غادي نعطيه 8 semaines وغادي نحبس اش غنعطيه من بعد. Ça, c'est un problème. Mais là, moi et Houda, on est en train d'attendre que la série soit un tout petit peu consistante pour comparer les malades liés sous anciens protocoles avec ceux qui sont sous le nouveau. Chose qu'on a remarqué, et professeur Nassih, elle peut me rectifier, on n'a pas vu même si on arrête brutalement. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? C'est
que les malades مع السنين وتبارك الله الشرف وهذا كيعطيوهم arrêter كيعيطوا ليا. Mais comment ça se fait on va arrêter? Donc vraiment j'ai galéré واحد الوقت. D'abord c'est bon. Tout le monde accepte les résidents qui diront les prescriptions sans aucun problème et on n'a pas eu jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, d'insuffisance surrénalienne. Par contrainte de temps, on va passer à la deuxième communication.